Vous écoutez le podcast Devenir écrivain, épisode 129. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast animé par ta coach de projet littéraire préférée, Johanna Vogel. Comme souvent quand j'interviens dans le podcast, c'est pour te rassurer en répondant à des questions qui t'inquiètent et te distraient de l'écriture de ton roman. Là, en l'occurrence, je voudrais qu'on parle de la peur qu'on te vole tes idées ou ton texte. Parmi les messages récurrents que j'ai sur notre boîte mail ou sur l'Instagram de l'ICAR dont je m'occupe, il y a la fameuse « Comment est-ce que je peux protéger mon texte avant de l'envoyer à un éditeur ?» ou « Comment est-ce que je peux faire confiance à un bêta-lecteur pour ne pas tomber dans le piège d'un prédateur d'écriture de quelqu'un qui me volerait mon texte ?» Je vais répondre très concrètement en te donnant les outils pour protéger ta propriété intellectuelle, mais avant cela, je vais t'expliquer pourquoi la plupart des auteurs ne le font pas en fait, ils ne protègent pas leur texte, et pourquoi le vol de manuscrits ou le vol d'idées n'est pas un vrai danger, surtout au début de ta carrière d'auteur. Mais d'abord, petite actualité l'ICAR de dernière minute avant de me lancer dans mon sujet, Lucie Castel te propose une masterclass ce mercredi 26 janvier à 20h heure de Paris sur le sujet 5 conseils pour réussir ton premier roman. C'est entièrement gratuit. Lucie se met à ta disposition pour plus d'1 heure de contenu et surtout pour répondre à toutes tes questions. N'hésite pas parce que ça va être la dernière masterclass qu'elle va te proposer pour quelques mois. Alors rejoins-la en t'inscrivant à l'adresse licar.fr/masterclass. Licar, L-I-C-A-R-E-S /masterclass. Tous les inscrits auront accès à un replay, alors pareil, n'hésite pas à t'inscrire même si tu ne peux pas assister ou rester jusqu'au bout de la classe. Allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, parlons de l'envoi de ton livre aux maisons d'édition d'abord. Certains auteurs débutants craignent le vol de leur roman par un éditeur malveillant. Soit que l'éditeur pique leurs meilleures idées pour faire réécrire le livre par un autre auteur de la maison, ou par exemple qu'un stagiaire de passage intercepte le livre, le trouve génial et mette son nom sur le manuscrit pour être publié à ta place avec ton texte. Est-ce que ça arrive ? Non, on est dans la légende urbaine. Alors, peut-être que ça a pu arriver une fois par le passé à un auteur qui a été le moins chanceux du monde, mais c'est vraiment méconnaître le fonctionnement et l'objectif des maisons d'édition que d'envisager que tu peux être sujet à un vol quand tu envoies ton texte à une maison d'édition. Un éditeur, il n'a aucun intérêt à faire son marché dans les manuscrits qu'il reçoit pour ensuite passer commande à un auteur qui travaillerait en douce pour lui. Un éditeur, s'il est intéressé par tes idées, mais qu'il trouve que ta façon d'écrire, elle n'est pas encore assez mature, par exemple, il va t'encourager à reprendre ton roman pour l'améliorer et entre-temps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va proposer un contrat à un autre auteur qui, lui, aura des idées tout aussi sympas que les tiennes et un texte assez abouti pour être publié. C'est ça son job d'éditeur. C'est de rentabiliser son temps et son argent en choisissant des histoires qui peuvent séduire son public sans devoir être complètement réécrites 4 fois parce que le texte ne serait pas assez mature, il aurait encore des petites lacunes à corriger avant d'être au niveau d'exigence de sa maison d'édition. Dis-toi que l'éditeur, il a l'embarras du choix. Il a vraiment aucun intérêt à prendre du temps à faire bosser un autre auteur sur ton texte plutôt que de choisir parmi tous les super textes qu'il reçoit toute l'année. Tu imagines en plus le risque pour la survie de sa boîte si on découvre qu'il vole des textes d'auteurs ? Le jeu, il en vaut pas la chandelle. Et dans tous les cas, si un éditeur il pense qu'il va tirer le jackpot avec tes idées d'histoire et tes personnages, il va bosser avec toi sur ton texte. Si vraiment il pense que c'est la pépite, il va pas forcément le donner à quelqu'un d'autre. Et je pense que si toi tu as cette idée ou en tout cas cette peur qu'il va forcément prendre quelqu'un d'autre pour écrire ton texte, c'est parce que quelque part tu as la croyance, consciente ou inconsciente, que tu n'es pas un assez bon auteur, que d'autres personnes feront forcément mieux que toi avec tes idées à toi. Et je pense que c'est ça le fond du problème. Peut-être parce que je suis coach et que je ramène tout à tes croyances limitantes et à tes peurs. Mais je pense que c'est quand même ça le fond du problème quand tu creuses un peu et que tu te rends compte que, objectivement,
ça serait quand même beaucoup poussé que d'être dans cette situation-là. C'est surtout que beaucoup de jeunes auteurs ont peur qu'ils ne soient pas en capacité de produire quelque chose au niveau attendu par un éditeur. Tu aimes profondément ton histoire, tu aimes profondément tes persos, encore plus quand c'est ton premier roman et que c'est quelque chose que tu as au fond de toi depuis l'adolescence par exemple. Tu penses qu'il y a quelque chose qui peut vraiment intéresser les lecteurs, mais tu as l'impression que si t'es pas le premier ou la première à écrire sur ce thème ou à sortir ces idées-là, alors tu vas forcément passer à la trappe parce que quelqu'un d'autre et possiblement meilleur que toi va forcément prendre ta place. Il faut vraiment que tu travailles sur ta confiance en toi et ta capacité à écrire un texte qui va plaire à des lecteurs pour pouvoir percer comme auteur. Ce qui va me permettre de démystifier le vol d'idées justement. Mais juste pour finir sur le deuxième cas. Donc j'ai parlé de l'éditeur malveillant qui avait des ghostwriters auxquels il ferait appel pour écrire ton texte à ta place. Parlons maintenant de ce stagiaire qui est là dans les maisons d'édition et qui ramasserait les manuscrits, qui piquerait les manuscrits pour mettre son nom à la place du tien, voilà. Ou si c'est pas le stagiaire, le membre du comité de lecture malhonnête qui pique des textes et les ressort à son compte. N'importe qui avec un peu de génie criminel laissera vite tomber l'idée. allons jusqu'au bout du scénario catastrophe. Parce que c'est bien beau de mettre son nom à soi à la place d'une autre personne sur un bouquin. Mais un livre, c'est pas simplement un papier que tu copies-colles, c'est un style, c'est une façon d'écrire particulière. Et quand tu veux vraiment être écrivain, tu veux pas écrire un seul roman. C'est autant de romans que tu auras d'idées, surtout si ça marche. Donc tu veux être en capacité de renouveler l'expérience. Tu veux pas te faire choper en fait. Tu veux pas qu'on se rende compte que tu as piqué le livre de quelqu'un et que tu n'es pas capable de réécrire dans ce style ou en tout cas de réécrire aussi bien. Donc, allez, à la limite, tu piques un livre une première fois, mais dès le deuxième, ça va se voir. Parce que le style aura rien à voir entre le premier et le deuxième livre. Donc encore une fois, je suis pas en train de te dire que c'est stupide que d'avoir ces peurs-là. Je suis absolument pas en train de me moquer de toi si tu as ces peurs-là. Je dis juste que c'est révélateur en fait d'un certain nombre de peurs que tu as et sur lesquelles il faut absolument travailler parce qu'elles peuvent t'handicaper pour aller plus loin dans ton texte. Et pareil, hein, le côté de quelqu'un qui a piqué le texte d'une autre personne et qui a mis son nom dessus, je dis pas que ça a jamais pu se faire. Je dis juste qu'en maison d'édition, c'est vraiment la légende urbaine, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans le contexte des maisons d'édition traditionnelles en fait. Maintenant, si on parle de cette pratique-là sur des plateformes en ligne type Wattpad, là mon discours il va être un petit peu différent et je reviendrai sur ça d'ailleurs, je ferai un aparté sur ça un petit peu plus loin. Dis-toi aussi que jusqu'à ce que tu dépasses un palier conséquent de vente de romans, jusqu'à ce que tu deviennes un petit peu célèbre, que tu sois un auteur avec lequel il faut compter, il y a moins de danger que quand justement tu es célèbre. On reparlera du risque quand tu es la superstar de la littérature, qui est un peu plus existant, mais jusqu'à ce que tu deviennes cette superstar de la littérature, il faut vraiment relativiser. Alors, maintenant parlons de ce vol d'idées. Faisons un zoom sur cette idée du vol d'idées, et ça m'oblige à te reparler de quelque chose que j'ai déjà abordé une fois dans le podcast, qui est la notion de plagiat. Et je pense qu'une redite ne fera pas de mal, même pour moi, ça me fait jamais de mal que d'aller revoir qu'est-ce qu'on entend par plagiat, parce que c'est pas forcément des notions qui sont faciles à intégrer, et c'est des notions qui sont différentes dans le langage de tous les jours et dans le droit, dans la loi. Le plagiat, c'est une notion morale et éthique, mais c'est pas une notion juridique. En gros, le plagiat, il n'existe pas en droit. C'est la contrefaçon qui sanctionne une atteinte à ton droit d'auteur. Et c'est une grande différence parce que la contrefaçon d'idée, ça n'existe pas en tant que tel. Tu peux pas protéger une idée. Tu peux pas protéger une idée de lieu, une idée de personnalité d'un héros, même pas une idée de rebondissement. Un juge, il va se baser sur 2 éléments pour déterminer s'il y a contrefaçon littéraire. Premier élément, c'est ce qu'on appelle l'expression, c'est-à-dire ta façon d'écrire, le style, la façon dont l'auteur développe ses idées, les images qu'il utilise couramment, sa façon d'amener les scènes, le choix précis du vocabulaire, tout ce qui fait qu'on peut reconnaître ton écriture en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression. Et le deuxième élément sur lequel un juge peut se baser, c'est la composition. Ça, c'est le déroulement de l'intrigue, l'enchaînement des actions.
comment ton livre il se déroule en gros, ton plan scène par scène. Alors là aussi, ne prends pas peur, surtout si tu écris dans un genre littéraire très très codifié comme la romance, où concrètement tu sais qu'il y a des éléments qui se retrouvent dans tous les livres de romance, c'est ce qui fait le genre. Ça, on le prend en compte et c'est pas sur ça exactement que on va parler de composition, mais c'est vraiment les éléments qui donnent une individualité à ton texte dans le déroulement de son intrigue. Le plus facile à repérer et à condamner, c'est bien sûr le copier-coller. Quand des passages entiers d'un livre se retrouvent dans un autre livre, là en général, l'auteur original de l'œuvre, il a facilement gain de cause. On se demande d'ailleurs s'il y a vraiment encore beaucoup de gens qui font ça. Alors je sais que ça se fait quand même plus en non-fiction, dans des livres qui ne sont pas de la fiction qu'en fiction. Et en fiction, ce qui se fait un peu plus, c'est la paraphrase. Voilà, c'est le fait que tu fais pas un copier-coller exactement, mais en gros, tu redis la même chose avec d'autres mots, et ça, ne t'inquiète pas, ça tombe sous le couvert de l'expression, ce que je t'ai dit, les deux éléments, expression et composition. Donc, quand celui qui plagie un peu, il essaye, tu vois, de changer un peu la formulation pour que ça se voit moins, mais qu'il réutilise quand même le même vocabulaire et les mêmes images, là, généralement aussi, on arrive assez facilement à faire valoir la contrefaçon littéraire. Mais après, dès qu'on est sur une copie qui est un petit peu moins conforme, ça se complique, et c'est un travail de fourmi des équipes d'avocats et de la justice pour prouver le délit de contrefaçon, qui encore une fois ne peut pas être sur les thèmes que tu choisis ou les idées que tu as, mais sur ton expression et ta composition. La justice va passer le texte au peigne fin pour voir les similitudes entre les deux livres et voir dans quelle mesure un livre a été directement écrit en correspondance d'un autre, sans mention aucune de cet autre livre. Pour ça, elle va bien sûr chercher qui a écrit quel livre en premier, et cette histoire d'antériorité, elle compte beaucoup parce que c'est sur ça qu'on va pouvoir agir, nous, en tant que personne, pour protéger notre livre. Et évidemment, si la personne accusée de plagiat, elle avait bien accès à l'autre livre. Et comme pour toute infraction pénale, si la personne accusée de plagiat, elle a agi délibérément ou pas, avec quelle intention. Ça sera une analyse au cas par cas de la justice de toute façon. Je ne peux pas te dire que le plagiat n'existe pas, le plagiat existe. Il y a bien des procès pour plagiat, même s'il y en a davantage en non-fiction qu'en fiction. Et en général, si les éditeurs ont laissé passer, ce sont les lecteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Ça, on le voit régulièrement dans les procès pour plagiat dont on a écho. Souvent, c'est les lecteurs qui, quand ils sont très nombreux à se rendre compte que quand même le livre, il leur fait beaucoup beaucoup penser à un autre livre, ils alertent les éditeurs, ils alertent l'auteur. Voilà. Et du coup, donc logique, la plupart des cas de plagiat concernent des livres qui commencent à être remarqués, des livres qui font parler d'eux et dont les ventes décollent vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que plus tu as du succès, plus tu as un risque d'être plagié, puisque tu intéresses des personnes qui veulent reproduire ton succès. Alors que quand on ne te connaît pas, généralement, tu as quand même un petit peu moins de risque que quelqu'un se dise « Ah, je suis sûr que ça marche » ou « Ça, c'est le nouveau best-seller en puissance ». Donc, c'est beaucoup plus logique de piquer un roman qui a une grande probabilité de bien marcher que les romans d'un illustre inconnu. Et les auteurs qui constituent les 3/4 des cas de plagiat, ce sont les auteurs de best-sellers et en particulier les auteurs de best-sellers étrangers, parce que là aussi, certains se disent que ça se verra moins. Puisque je suis sur le plagiat, j'enchaîne avec le risque qu'un bêta-lecteur ou un correcteur te vole ton texte ou tes idées. Donc ça, c'est l'autre peur. La première peur sur laquelle souvent on m'interpelle, c'est comment protéger mon livre avant de l'envoyer à un éditeur. Et l'autre peur, c'est je sais qu'il faudrait que je fasse corriger mon texte par un inconnu, mais j'ai vraiment peur de communiquer mon texte à un inconnu. Et si tu as cette peur, vraiment n'aie pas honte, parce que c'est une peur récurrente chez les jeunes auteurs. Et la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça t'arrête justement à proposer ton livre à la correction, à trouver des correcteurs, parce que c'est une étape qui est vraiment très importante. Si tu n'as pas un cercle d'amis lecteurs ou auteurs, tu vas très certainement devoir te tourner vers des inconnus, vers des nouvelles personnes pour faire relire ton texte. Et du coup, la solution, c'est de nouer des liens de confiance avec cette personne. Ça va vraiment être la seule chose qui va te permettre un petit peu de relativiser au mieux possible. Donc, numéro 1, ça serait de connaître un peu mieux ton bêta pour savoir avec qui tu travailles.
Je pense que c'est vraiment important parce que non seulement tu veux pouvoir lui faire confiance dans le fait de lui montrer ton texte alors que tu ne le connais pas, mais aussi c'est important de savoir avec qui tu travailles pour savoir comment tu vas travailler avec lui. N'oublie pas que l'étape de correction, c'est de savoir ce que cette personne, elle peut t'apporter. Tu veux pas simplement quelqu'un qui lise ton texte et qui te dise ça m'a plu, ça m'a pas plu. Donc, dans tous les cas, il va falloir que tu pousses un petit peu à connaître un peu mieux ton bêta et à savoir qu'est-ce qu'il peut t'apporter, comment vous pouvez travailler, comment est-ce qu'il veut te faire un retour. Et le deuxième point, c'est de renforcer ta confiance, que c'est pas parce que quelqu'un d'autre écrirait sur le même sujet que toi que ton livre il se vendrait pas ou que l'autre personne ferait forcément mieux que toi. C'est pas parce que quelqu'un sortirait un livre avant toi sur le même sujet que le tien serait bon à être enterré et que tu aurais bossé pour rien. Je pense que c'est très important d'avoir, comme je disais, de bons échanges avec un bêta avant de lui envoyer quoi que ce soit. Pas tant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes malhonnêtes, mais parce que le but de la bêta lecture, c'est que tu prennes au sérieux les remarques de la personne, qu'elle t'aide vraiment à améliorer ton texte. Et il faut que le courant passe entre vous pour que tu puisses bien recevoir ces remarques, que tu aies l'impression qu'il y a de la bienveillance et que tu sois à même de l'écouter. Il faut que la communication soit bien établie et que tu aies l'impression que vous vous comprenez. Est-ce que ton texte sur les pirates de l'espace donnera envie à ton bêta-lecteur d'écrire une histoire avec des pirates de l'espace ? Peut-être. Et pour le coup, la seule chose que je peux te conseiller pour que ça ne te bloque pas, c'est d'aller jusqu'au bout de ton projet le plus vite possible, entre guillemets, pour que l'étape de la bêta-lecture et l'étape de la correction, ce soit vraiment la dernière ligne droite jusqu'à ce que tu proposes ton manuscrit. Il faut que tu perdes cette peur que parce que quelqu'un lirait ton texte et se dirait les pirates de l'espace c'est trop une bonne idée, que le fait qu'il y ait 2 livres sur les pirates de l'espace serait un problème pour que ton livre marche. Voilà. Mais termine ton manuscrit, essaye de le faire le plus vite possible, parce que sur cette notion de vol d'idées, rappelle-toi que même si déjà au vu de la loi, comme on l'a dit, le vol d'idées n'existe pas, on pourrait presque se dire, je vais mettre des guillemets, presque, que d'un point de vue éthique, le vol d'idées n'existe pas dans le sens où une idée n'a aucune valeur. Une idée n'a pas de valeur tant que tu n'as pas écrit quelque chose, tant que tu n'as pas vraiment produit ton livre avec et que tu as le produit fini. Tu connais peut-être une citation de Thomas Edison qui dit « Une idée ne vaut rien si elle n'est pas mise en œuvre ». Et pour moi, c'est particulièrement vrai, alors pour les inventions, Edison, mais ça l'est aussi pour tes idées d'histoire. Tant que tu n'as pas ton roman publié d'une façon ou d'une autre, tu peux difficilement prétendre à une quelconque exclusivité sur ce que tu racontes. Et ce ne sera pas parce que, sur ce que tu racontes d'ailleurs, mais sur l'exécution de ton idée, comme on disait quand j'expliquais le plagiat. Je ne peux pas te promettre un risque zéro de plagiat, mais tu ne peux pas éviter l'étape de la correction à cause de ça en tout cas. Il faut que tu te dises que le risque il est trop infime, que tu tombes sur un bêta-lecteur qui vraiment reprenne tes idées du début à la fin, alors que par contre, ne pas faire corriger ton roman et ne pas avoir le regard d'un tiers sur ton texte, ça, à coup sûr, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça va te faire un livre qui est beaucoup moins abouti qu'un livre qui est corrigé par un tiers. Voilà. Donc, va jusqu'au bout de ton roman. Ça va être la parade ultime pour qu'on ne te pique pas tes idées ou en tout cas que tu n'aies pas l'impression que quelqu'un écrit ton livre à ta place. Finis ce roman et propose-le à la publication parce qu'une fois que ton roman sera publié, tu auras déjà cette première protection. Et même chose sur le fait d'échanger sur ton projet de roman avec d'autres auteurs. Je sais que certains de nos élèves, quand ils arrivent dans la formation de l'ICAR, ils m'interpellent en disant qu'ils sont un petit peu gênés des fois pour discuter de leur roman avec d'autres auteurs, avec leurs compagnons de la promo, parce qu'ils ont un petit peu peur de se révéler, d'en dire trop et qu'on leur pique leurs idées. Alors je te dis pas d'aller poster l'intégralité de tes chapitres sur Facebook, c'est pas ça que je dis, mais une fois que tu commences à travailler sur un projet, essaye de perdre la peur que quelqu'un d'autre va te voler ta place si tu discutes avec lui de ton projet. Au contraire, le brainstorming entre auteurs, c'est un outil très puissant pour avoir de nouvelles idées et écrire un livre encore meilleur. J'en reviens toujours à tes peurs et tes blocages. Est-ce que tu as peur que quelqu'un écrive un livre meilleur que le tien sur le même thème ? Est-ce que tu as peur que s'il y a déjà un autre livre sur le même thème, alors le tien n'aura plus aucun intérêt ? Est-ce que tu as peur qu'on t'accuse toi de plagiat ? Explore ce qui te fait peur pour voir ce sur quoi tu dois travailler,
pour aborder l'écriture avec toujours plus de paix et de confiance en toi. Je ne voudrais pas que tu tombes dans la phobie inverse, qui serait d'avoir peur que toi on t'accuse de plagiat toutes les 2 minutes parce que ton livre parle des mêmes thèmes qu'un autre livre ou parce que ta fin elle ressemblerait à celle d'un autre livre. Ça va forcément arriver. J'ai une expression comme ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand je veux motiver les gens, je passe par une phase où je les démotive complètement en leur disant « tu vas voir, ça va arriver, tu vas avoir des rejets des éditeurs, des gens vont te dire que ton texte est nul. » Là, je te dis, tu risques d'avoir des lecteurs qui t'envoient des mails en te disant « ah, quand même, c'est un peu bizarre, ton livre ou ta fin ressemble fortement à cet autre livre que j'ai lu. » Et là, tu vas te rendre compte que cet autre livre, tu en avais absolument pas connaissance, tu l'avais jamais lu, et pourtant, en effet, quand tu le lis, il y a des similitudes sur les thèmes ou il y a des similitudes sur la façon dont tu as décidé de finir ton livre. L'originalité de ton histoire, elle ne peut pas reposer sur les thèmes que tu utilises, puisque les thèmes qui vont t'intéresser toi et tes lecteurs sont par définition des thèmes universels, que vont reprendre de nombreux auteurs. Vraiment, je ne compte plus le nombre d'auteurs qui m'ont écrit parce qu'ils en avaient gros sur la patate, parce qu'ils venaient de découvrir en librairie ou qu'une personne leur avait signalé un livre qui ressemblait un peu trop au leur ou au projet qu'ils étaient en train d'écrire. Et là, je sais que c'est l'angoisse. Est-ce qu'ils devaient abandonner leur projet parce qu'ils allaient être accusés de plagiat? Est-ce qu'ils devaient quand même aller au bout de leur texte? Et ma réponse est toujours, alors, de ne pas ignorer le livre dont ils ont pris connaissance, au contraire de lire ce livre, mais en étant le plus détendu possible et le plus objectif. Parce que dans 90% des cas, tu te rends compte que ce sont 2 histoires assez différentes pour qu'il n'y ait absolument pas plagiat. Oui, elles abordent des thèmes similaires, donc évidemment on pourra faire des similitudes entre ton livre et cet autre livre, mais tu peux laisser ton livre tel quel parce que y a assez de différences pour qu'on se rende compte que c'est juste 2 versions, 2 façons différentes d'aborder des mêmes thèmes. Et dans 10% des cas, tu vas estimer que tu préfères faire des modifications à ton histoire, voire de grosses modifications, pour t'éloigner plus encore de ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, c'est rageant, je vais pas te dire le contraire, évidemment c'est rageant. Mais ça arrive presque toujours à un moment ou à un autre dans une carrière, donc vraiment, si tu te rends compte que ça t'arrive, qu'il y a un livre en librairie qui ressemble un peu trop au tien, eh ben tu en tires les conclusions qu'il faut. Et si tu t'en rends compte une fois que ton livre est sorti, là pareil, tant pis, il y aura 2 livres avec des histoires un peu similaires et ça sera pas la fin du monde. Même pour tes ventes, tu peux pas prévoir s'il y aura un effet négatif ou un effet positif en fait. Généralement, il n'y a pas forcément un effet négatif. Alors je dis pas qu'il y a forcément un effet positif, des fois il y en a. Des fois il y a un effet d'entraînement entre vos 2 livres, parce que des lecteurs qui ont aimé justement lire sur un tel thème, ils vont aimer lire sur un autre thème, mais des fois, il y aura rien d'autre comme effet négatif, si ce n'est 1 ou 2 lecteurs qui vont t'envoyer des messages un peu assassins en te disant est-ce que tu ne serais pas un peu trop inspiré de cet autre livre? Et là, il ne tient qu'à toi que d'être droit dans tes bottes et d'expliquer que non, en fait. Voilà, il se trouve que vous avez des sensibilités, des imaginaires qui sont similaires et de te rappeler qu'aucun auteur n'a l'exclusivité de thèmes ou d'archétypes et surtout pas des archétypes d'un genre. Si tu n'avais vraiment pas connaissance d'une œuvre existante, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un vrai fondement pour du plagiat. Il y a 2 petits points que je veux encore aborder avant de passer à ce que tu attends avec impatience depuis 20 minutes, à savoir comment déposer ton texte pour le protéger. Je veux revenir sur cette histoire de plateformes de publication gratuites en ligne, donc comme Wattpad ou comme les plateformes de fanfiction. Je pense que les auteurs qui publient sur ces plateformes, ils sont un petit peu perplexes à m'entendre dire que voilà, le vol de manuscrits, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment rare. Parce que, en effet, je ne peux pas dire le contraire, il y a régulièrement des affaires de plagiat et de vol de texte sur ce genre de plateforme de publication gratuite. Alors moi, je connais pas très bien Wattpad. J'ai plutôt fréquenté les sites de fanfiction et en particulier plutôt les sites anglophones, fanfiction.net, Archive of Our Own, mais je pense pas que la communauté francophone soit épargnée par la chose et je pense que c'est des problématiques qu'on retrouve aussi notamment sur Wattpad. Là, je parle de personnes qui vont aller choper ton texte et faire un copier-coller en se créant un compte et voilà, en diffusant ton texte comme si c'était le leur. Sur ces plateformes,
on est sur une logique un peu particulière qui est la même que sur les réseaux sociaux. C'est la logique du like. Il y a beaucoup de jeunes personnes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui jalousent le savoir-faire ou la notoriété d'un auteur qui publie sur Wattpad et qui vont reposter son texte ou le plagier à fond avec l'espoir de goûter à la notoriété virtuelle. C'est la même chose que les personnes qui repostent des illustrations en prétendant les avoir dessinées. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça faire sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, on a une autre problématique qui est de reposter des images sans dire qui les a dessinées, mais sans forcément dire que c'est nous qui l'avons fait. Mais tu as un certain nombre de personnes qui se disent être l'auteur de ces images. Et on n'est pas forcément face à des auteurs en manque d'inspiration qui se laissent corrompre par leur propre peur, leur propre blocage, mais plutôt face à des personnes qui veulent faire l'expérience de la reconnaissance des autres et des compliments des autres. En général, les admins de ces plateformes sont très réactifs et tu peux faire quelque chose pour faire retirer ton texte assez facilement. Voilà, tu signales le texte plagié ou piraté et tu as facilement gain de cause. Je comprends que si tu as subi un vol de texte par le passé ou que tu en as vu passer plusieurs sur des sites type Wattpad ou de fanfiction, ça peut te laisser un mauvais sentiment dans la gorge, dans la bouche. Tu es un petit peu échaudé. Mais même sur ces sites-là, il ne faut pas voir le mal partout et le risque reste assez minime quand même. Donc n'oublie pas que si ton texte se fait remarquer, tu vas avoir une communauté qui va être derrière toi pour t'épauler et qui va vouloir te protéger. Et que c'est la même logique pour ces sites-là que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux lecteurs qui contactent les éditeurs ou les auteurs pour prévenir qu'il y a possiblement plagiat. Souvent c'est pareil sur ces plateformes. Ça va être ta communauté qui va se rendre compte que ton texte a été reposté ailleurs et qui va t'alerter du problème. Tout dernier point avant de te parler des outils, je te promets, pour finir mon panorama sur toutes les façons dont on peut te voler tes bouquins, tu vois, bien te faire peur, avant de t'expliquer comment protéger ton texte, je vais un tout petit peu me contredire, mais c'est vraiment dans la volonté d'aller au bout du sujet et de te faire le panorama le plus complet possible sur ce qui peut se passer pour toi un jour, ou en tout cas ce qui se passe dans la sphère littéraire, je vais te parler des maisons d'édition et te citer une affaire qui a incriminé la filière anglaise d'une grande maison d'édition qui s'appelle Penguin Random House. Donc les éditions Penguin, tu en as sûrement entendu parler si ce n'est quand tu avais des livres à acheter pour les cours d'anglais. On n'est pas en France donc, hein, on est en Angleterre. Et une des personnes qui a tiré la sonnette d'alarme, c'est l'auteure Margaret Atwood. Donc Margaret Atwood, elle a écrit notamment La Servante écarlate. Ça doit te dire quelque chose, comme il y a eu une série qui a été inspirée de ce bouquin. Elle a été victime d'une tentative de phishing. Le phishing, ça s'appelle aussi le hameçonnage. Et tu sais ce que c'est parce que tu as déjà été victime toi aussi dans ta boîte mail de ce genre de pratique. C'est quand tu reçois l'email d'un pirate qui se fait passer pour ta banque ou pour PayPal ou pour la Poste, donc qui reprend exactement les codes d'une société avec qui normalement tu as affaire et qui te dit qu'il y a un problème sur ton compte et que tu dois cliquer sur le lien qu'il te donne pour rétablir ton compte ou vérifier tes données, dans le but évidemment de te piquer tes données, souvent tes données bancaires. Et bien c'est ce qui s'est passé pour Penguin en 2018. Donc Margaret Atwood, elle a reçu un email de quelqu'un qui se faisait passer pour l'éditeur, pour la maison d'édition, et qui lui demandait d'envoyer son manuscrit. C'était clairement pour voler son manuscrit. Donc a priori, elle n'a pas été dupe, elle a réussi à déjouer l'affaire. Elle n'a pas été la seule autrice de la maison Penguin à avoir été victime d'une tentative de piratage. Et je crois que j'avais lu que la même stratégie avait été utilisée dans une autre maison d'édition anglaise, donc de mémoire, je crois que c'était Macmillan. Mais voilà. Et déjà en 2017, il y avait une affaire un peu similaire qui avait été dénoncée. C'était des fraudeurs qui avaient pris l'identité de la foire du livre de Francfort et qui envoyaient un mail pour proposer de télécharger des documents dans un lien Dropbox. Et en fait, évidemment, quand tu cliquais, c'était un lien qui récupérait des données sur ton ordinateur et qui s'est révélé être une tentative de titre dit à fort potentiel de vente. Donc là aussi, on n'est pas juste sur des gens qui veulent récupérer tous les manuscrits possibles et imaginables qu'ils trouvent, mais c'est vraiment des gens qui pensent qu'ils peuvent faire de l'argent en fait en volant des manuscrits d'auteurs qui sont connus ou qui ont un fort potentiel de vente. Pour l'instant, les cas médiatisés, ils ont eu lieu à l'étranger, mais les maisons d'édition françaises, elles font d'autant plus gaffe que ces méfaits ont eu lieu et elles font très attention par rapport à ça. Plus que le vol par un bêta-lecteur, le plagiat, le hameçonnage, le phishing là,
Le danger le plus grand pour ton livre, le dernier auquel dont je parlerai, je t'ai menti, ça sera vraiment le dernier point, après on va se dire comment protéger ton livre. C'est finalement, pour moi, le danger le plus réaliste qui va peut-être t'arriver, et surtout si tu as un petit peu de notoriété avec ton livre, c'est de le retrouver sur des plateformes de téléchargement gratuits, tout simplement. Si ton livre a une petite notoriété, il y a des chances que quelqu'un craque l'e-book et le mette en ligne. Et pour moi, c'est vraiment le risque principal que tu risques en termes de vol de livres une fois que tu as publié. Et en termes de protection par rapport à ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Les éditeurs, ils peuvent mettre des sécurités sur ton livre, c'est ce qu'on appelle les DRM, c'est les données de cryptage. Quand tu publies en auto-édition sur les plateformes type Amazon, il y a aussi des DRM qui sont apposés à ton livre, donc il y a une protection de base, mais qui vaut ce qu'elle vaut, et généralement, les gens qui veulent pirater, ils arrivent toujours à pirater le livre et à le mettre sur une plateforme gratuite. Et là aussi, opinion un peu controverse qu'on a à l'ICAR, mais on dit toujours à nos élèves de ne pas trop se prendre la tête avec ça, en fait. Voilà. C'est l'idée et qui est partagée avec de nombreux acteurs du livre, et notamment ceux avec qui on a pu dialoguer, qui pensent que de toute façon, une personne qui va télécharger gratuitement ton livre en version pirate, elle ne l'aurait pas acheté. Elle sort de ta sphère, de ton vrai lectorat. Ce serait un épisode de podcast en entier, un débat super intéressant pour déterminer si tu subis un vrai préjudice sur tes ventes quand ton bouquin est en PDF gratuit quelque part, et je vais essayer de ne pas m'étaler sur la question parce que ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble, mais retiens que la question du vol ou du plagiat de ton livre devient pertinente quand ton livre commence vraiment à faire parler de lui, et que quelqu'un pense qu'il a quelque chose à gagner en rediffusant ton livre ou en le volant. Et pas vraiment parce qu'une personne lambda tomberait sur ton livre et trouverait ton perso absolument génial, tu vois. Je veux pas te rabaisser de quelconque façon, mais c'est un petit peu le leitmotiv qu'on repère avec toutes ces affaires. Plus tu vas avancer dans ta carrière, oui, plus la question du vol et du plagiat pourra se poser, mais jusqu'à ce que tu aies plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires vendus, tu jouerais vraiment de malchance si tu étais concerné. C'est pour ça que, comme je te le disais en intro, la plupart des auteurs publiés, ils se prennent pas trop la tête. Voilà. Ils entrent dans une relation de confiance avec leur bêta, ils nouent des relations avec leur bêta, ils entrent dans une relation de confiance avec leur éditeur, et ils ne font pas de démarche pour protéger leur livre en amont de la publication. Parce que la publication de ton livre, le fait qu'il soit publié notamment par une maison d'édition, que vraiment elle fasse cette action de le publier, ça fait office de cachet de la poste, de preuve de dépôt, et ça met en marche, ça met en place tes droits d'auteur. Ça va être le premier outil de protection dont on va parler. Ça y est, on y est. On va enfin parler de comment tu protèges ton livre pour ton œuvre. Jusqu'à ce que ton œuvre soit rendue publique, ton œuvre de toute façon elle ne te rapporte rien. Voilà, c'est un petit peu tout à l'heure ce que je te disais en te disant publie le plus rapidement possible, parce que de toute façon, jusqu'à ce que tu publies ton roman, c'est quelque chose de l'ordre de la sphère privée, et c'est difficile de faire valoir qu'il y ait plagiat possible, puisque par définition, personne n'aura pris connaissance de la version définitive de ton livre, ou en tout cas de celui-ci. La publication par l'éditeur, ou la publication en auto-édition, c'est la même chose, non ? Il marque le début de la vie juridique de ton livre. Si tu publies avec un éditeur, tu n'as rien à faire toi personnellement. Il va se charger d'envoyer une copie de ton livre au dépôt légal de la Bibliothèque nationale. Si tu es auteur indépendant ou autrice indépendante, tu dois envoyer une copie papier au dépôt légal. Alors, petite nuance, si tu publies seulement en e-book, de toute façon tu ne vas pas faire de livre papier, tu n'as rien à faire parce que la BNF, elle récupère automatiquement tes données numériques. Voilà. Mais ça va changer pour l'année à venir. En décembre 2021, une loi a été votée pour que les œuvres numériques soient désormais, elles aussi, déposées par la maison d'édition ou par l'auteur indépendant au dépôt légal. Donc ce sera plus juste les petits robots de la BNF qui viendront eux-mêmes tout seuls faire le job de prendre ton œuvre et de la déposer. Ce sera à toi, si tu es auteur indépendant, ou ce sera à ta maison d'édition, d'envoyer une copie de l'e-book à la BNF. Quand, je ne sais pas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il n'y a pas encore de décret d'application de cette nouvelle loi. Donc, jusqu'à nouvel ordre, c'est toujours la même chose. Tu n'as rien à faire pour ton e-book, mais si tu écoutes ce podcast déjà avec l'année 2022 bien avancée ou dans les années à venir, il faut vraiment que tu vois ce que tu as à faire pour ce dépôt des œuvres numériques. Maintenant, pour parer à toutes les éventualités,
pour te tranquilliser et pour te dire que tu as fait le maximum pour prévenir tout risque, tu peux faire un dépôt de ton manuscrit auprès d'une agence, ce qui va te permettre de faire valoir l'antériorité de ton texte si tu dois faire face à une affaire de plagiat ou une affaire de vol. Rappelle-toi, la seule chose sur laquelle tu peux vraiment agir, c'est de prouver l'antériorité de ton texte. Et si tu mets plusieurs années à trouver un éditeur par exemple, ou plusieurs années à décider que tu veux autopublier ce texte, ça peut valoir le coup d'avoir cette preuve objective et légale que tu as écrit ce texte à une certaine date, surtout si tu as des gens qui sont susceptibles justement d'avoir eu connaissance de ton manuscrit. Comment déposer ton texte ? Tu vas lire sur Internet qu'il y a des méthodes gratuites, ou en tout cas très peu chères, et des méthodes payantes, ou un peu plus chères. Parmi les méthodes gratuites ou pas chères, je vois souvent passer deux façons de faire, deux recommandations. La première, c'est de t'envoyer un email avec ton manuscrit en pièce jointe pour que tu aies un email daté du jour où tu te l'es envoyé. La deuxième, c'est que tu t'envoies par la poste en recommandé une copie papier de ton manuscrit et que tu conserves l'enveloppe bien scellée avec le cachet de la poste qui va faire foi du jour où tu te l'es envoyé. Ça, c'est les méthodes gratuites ou pas chères. Voici notre conseil à l'ICAR. Notre conseil, c'est que ce ne sont pas des méthodes de protection de ton manuscrit qui sont infaillibles. Je m'explique. Imagine que tu mettes pas mal de temps à trouver un éditeur et que cette super enveloppe que tu t'es envoyée à toi-même avec le cachet de la poste, tu fais 2 déménagements avec. Et si ton enveloppe cachetée était déchirée pour une quelconque raison, n'oublie pas qu'il faut qu'elle reste cachetée complètement intacte jusqu'à ce qu'il y ait constatation devant un huissier. C'est ça en fait qui va faire que tu aies cette preuve-là. Pour ton mail par exemple. Et si l'avocat adverse, parce que là on part du principe que tu fais tout ça s'il y a procès, donc si l'avocat adverse qui a un petit peu retard, il remet en question l'authenticité de ton mail ou même du cachet de la poste, n'oublie pas que maintenant, il y a quand même des moyens d'altérer des fichiers numériques, il y a des moyens d'altérer les dates des mails, et il y a des moyens de créer des étiquettes sur Photoshop de la poste. Donc, tu as l'impression peut-être que je suis parano, mais je dis juste que peut-être que ces méthodes seront valables devant un juge, mais elles ne sont pas infaillibles. Et quitte à protéger ton manuscrit, c'est que tu veux être un peu parano. Et du coup, autant sortir l'artillerie lourde. Si tu as peur du vol ou du plagiat et que tu veux t'en prémunir absolument, autant y aller à fond et choisir une méthode irréfutable. Et la méthode irréfutable, il y en a 2, et c'est les méthodes un peu plus chères qui sont un tout petit peu plus compliquées que les 2 que je t'ai données avant. Donc, je te donne 2 méthodes de dépôt, une assez abordable et une un peu plus chère. Première méthode, c'est de faire un dépôt auprès de la SGDL, la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres, donc c'est un organisme qui représente les auteurs pour la promotion du droit d'auteur, la défense des intérêts des auteurs, et il propose un service de protection de manuscrits pour une durée de 4 ans, sous format papier, pour un montant de 40 à 45 euros. Et depuis les années 2000, il propose une version entièrement dématérialisée du dépôt. Donc tu peux déposer une version numérique par un système en ligne qui s'appelle Cléo, et tu payes, si je ne dis pas de bêtises, un abonnement à l'année qui doit te coûter 10 ou 12 euros par an. Donc, le dépôt par la Société des gens de lettres, c'est un moyen sûr, c'est un moyen qui est reconnu par les tribunaux, qui te donne une vraie preuve d'antériorité de ton manuscrit. Il faudra juste penser à bien renouveler chaque année jusqu'à ce que tu publies ton livre, parce que l'idée, évidemment, c'est qu'ensuite, de toute façon, tu as la protection de la publication de ton texte. Donc, tu vas retrouver toutes les infos sur le site web de la Société des gens de lettres, si tu tapes ça dans Google. Et je peux te donner l'URL de Cléo, de ce dépôt en ligne. Donc, c'est www.cleo-sgdl.com. L'autre solution pour protéger ton manuscrit, toujours en version fourgon blindé, c'est de faire le dépôt auprès d'un notaire. Il va être ton garant de l'authenticité de ton manuscrit, de la date du dépôt. Évidemment, ça va être l'option la plus chère. Ça va dépendre des tarifs de ton notaire pour ce genre d'acte. On va dire que tu peux compter un minimum de 150 euros pour ce dépôt-là. Ça, c'est les armes ultimes. Et si un jour tu te retrouves en procès, tu y vas avec le fourgon blindé et on n'en parle plus. Là, tu as vraiment les armes de protection les meilleures que tu peux avoir.
Et évidemment, tu continues encore et toujours tes efforts pour faire publier tes textes, que ce soit auprès d'un éditeur ou en indépendant. Et j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire sur ce sujet. Voilà, j'ai mis pas mal de temps à discuter avec toi d'abord de tout ce que pouvait comprendre le vol de manuscrits, le piratage avant d'en arriver à la protection de ton manuscrit. Tu l'auras compris, c'est que tout simplement, ça allait aller très vite en fait de te donner les outils pour protéger ton livre et c'était beaucoup plus intéressant pour moi de discuter avec toi des peurs que tu peux avoir autour de ce sujet-là. Encore une fois, ne t'inquiète pas, tu n'es absolument pas le seul ou la seule à t'inquiéter de cela. C'est vraiment une inquiétude récurrente des auteurs. Et mon conseil, c'est vraiment de ne pas tomber dans la paranoïa. Pour être sûr de toi, pour avoir l'impression d'avoir fait tout ce que tu pouvais faire pour te protéger, n'hésite pas à déposer ton manuscrit, mais dis-toi qu'il n'y a aucune raison que tu tombes sur des personnes malhonnêtes et il n'y a aucune raison que tu aies à faire face à ce genre de problème. Je te rappelle que tu peux retrouver Lucie Castel pour une masterclass gratuite ce mercredi 26 janvier à 20h sur le sujet 5 conseils pour réussir ton premier roman. Inscris-toi à l'adresse licar.fr/masterclass ou regarde dans les petites notes de ce podcast, je te remettrai le lien. Comme toujours avec Lucie, tu vas beaucoup apprendre, tu vas pouvoir poser toutes tes questions. À mon avis, ça va être encore une classe pleine de contenu. N'oublie pas non plus que les inscriptions à notre formation Devenir écrivain projet best-seller ferment leurs portes dimanche 30 à minuit. Alors si tu veux enfin commencer ou finir ce roman qui te tient à cœur, c'est le moment d'être accompagné par notre équipe, de booster ta motivation comme jamais pendant 8 semaines. Notre slogan c'est « On va beaucoup bosser, on va beaucoup te faire bosser et on va beaucoup s'amuser, on va vraiment beaucoup rigoler ensemble ». Passe une très bonne fin de semaine et à très vite. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr, licares.fr, afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.